Bonjour tout le monde, donc je me présente, c'est Clacoche, je suis interne en chirurgie vasculaire à l'hôpital Paris-Saint-Joseph et aujourd'hui je vais présenter du coup le journal club du service. Donc l'étude que je vais présenter s'appelle Comparison of Sirolimus versus paclitaxel coated balloon angioplasty for femoral-popliteal arterial disease. Donc c'est l'étude Sirona, qui est une étude randomisée de non-infériorité. Elle a été publiée en février 2026 dans le JACC. C'est une étude allemande et autrichienne et son objectif c'est de comparer l'efficacité et la sécurité des ballons actifs au sirolimus et paclitaxel chez des patients avec des lésions fémoro-poplitées symptomatiques. Donc, pour remettre un petit peu de contexte, donc selon les recommandations donc de l'ESC, l'utilisation de produits actifs en première intention dans le traitement des lésions endovasculaires est très recommandée. Selon également la Société d'artériographie et d'interventionnelle américaine, elle recommande fortement également l'utilisation de ballons actifs, notamment pour les lésions fémoro-poplitées. Elle recommande plus ça que les stents, car a priori, il y a plus de risques de resténose et également de risque de déplacement dans ce type de lésion fémoro-poplitée. Et donc, au total, on utilise beaucoup en pratique courante le ballon actif avec la molécule du plaquitaxel. Cependant, il y aurait un débat devant une potentielle surmortalité induite par l'utilisation du paclitaxel, avec notamment une étude suédoise, l'étude Suédépad, aurait montré une augmentation de la mortalité à 5 ans par rapport à l'utilisation de stents ou de ballons nus sans agent actif. L'utilisation du sirolimus avait déjà été faite sur les artères coronaires. Ça avait montré une meilleure action immunosuppressive, une meilleure inhibition des migrations cellulaires, des cellules musculaires lisses, pardon, et une moindre toxicité locale. Cependant, ils avaient trouvé une moins bonne absorption. Ça nécessitait une libération plus prolongée, ce qui est difficile du coup pour un ballon actif qui doit être gonflé uniquement 60-180 secondes et qui est également moins efficace par rapport au ballon paclitaxel sur certaines études au niveau coronaire. Donc le but, c'était vraiment de réaliser une étude afin de comparer les deux types de ballons actifs plutôt sur les artères périphériques, voir si ils sont non inférieurs. Donc pour ce qui est du design de l'étude, donc c'est une étude randomisée non-infériorité, multicentrique, comme je disais, entre l'Allemagne et l'Autriche, pardon. Les critères d'inclusion, c'était une AOMI symptomatique avec une classification de Rutherford de 2 à 4. Les lésions vasculaires devaient présenter certaines caractéristiques, elles devaient être seules, de nouveau dues à une rosténose, de longueur entre 2 à 20 cm, faire une sténose de plus 70% de la lumière artérielle et être localisé au niveau de l'artère fémorale superficielle ou de l'artère poplitée proximale. Les lésions devaient être prédilatées au ballon nu. Elles étaient inclus a posteriori, les patients étaient inclus a posteriori, post-prédilatation. Et il devait y avoir moins 50% de sténose en amont et en aval, et au moins une artère en infrapoplité pour être inclus dans l'étude. Ça, ça, c'est un des biais de l'ensemble des études sur les ballons actifs, pas que celle-là. C'est que l'inclusion définitive, ils la font après la dilatation, après la préparation, ce qui fait que les lésions très calcifiées, qui sont quand même assez courantes, les lésions où on a une préparation qui n'est pas optimale parce qu'il y a une dissection ou une sténose résiduelle, elles sont exclues. Donc en fait, ça sélectionne très fortement, mais ça, c'est toutes les études sur le ballon actif ont sélectionné très fortement vraiment des trucs parfaits. C'est vrai que c'est celle où on va utiliser le ballon actif. Enfin, je veux dire, si là on doit comparer deux ballons actifs, sachant que quand c'est hyper calcifié et qu'on voit qu'on va jamais réussir à ouvrir aucune dissection, on sait qu'on va plutôt mettre un stent. Ouais. Alors, je comprends ta sélection, mais du coup, là, si on compare deux ballons, c'est bien qu'on ait les mêmes critères de sélection. Non, c'est pour les ballons, c'est très bien, mais quand tu compares, dans la vie réelle, quand tu compares stent et ballon, en fait, quand tu compares stent actif et ballon actif, ouais, c'est actif, en fait, dans toutes les lésions, même si tu as une dissection, même si tu as une dissection importante, alors que le ballon actif a été vraiment utilisé, les résultats du ballon actif a été évalué vraiment pour des lésions assez parfaites, quoi, sans trop de difficultés. Je pense que le but, c'est surtout d'exclure les indications de stenting d'emblée. En fait, oui, c'est ça, les classifications importantes et les problèmes de préparation n'ont jamais été ont été rarement des critères d'exclusion pour les stents, alors qu'il y avait aussi une préparation dans ces lésions. Ok. Donc, comme on disait, du coup, les critères d'exclusion, c'était une classification importante, une rosténose interstite, un guide qui était déjà monté en dissection, une dissection après prédilatation. C'est pour ça que c'était inclus. Mais là où tu as raison, c'est effectivement, pour comparer ce ballon avec les autres ballons, il valait mieux reprendre les critères. Donc ensuite, le protocole, c'était une dilatation de 60 à 180 secondes au ballon actif.
Une pause-dilatation était possible avec un ballon actif ou nu. Il précise pas si c'était le même type de ballon actif, mais j'imagine que c'était plutôt le même. Et enfin, un stenting si sténose résiduelle, plus de 50%, un gradient translésionnel supérieur à 10 mm de mercure. En 50, c'est ce qu'on, évidemment, les études là, ces dernières années ont montré que la sténosité à 30% est un facteur péjoratif. Donc 50%, c'est vrai que maintenant on retient plutôt en pratique clinique 30%. Plutôt 30%. Et les patients étaient sous antiagrégation 3 jours avant et en un mois post-opératoire. Pour ce qui est des critères de jugement, il y avait 2 critères de jugement principaux dans cette étude. Un critère radiologique, si je puis dire, qui était défini par la perméabilité du vaisseau, qui était défini par une absence de resténose ou une absence d'occlusion, du coup à un an, évalué par écho-Doppler avec un rapport de vitesse systolique supérieur à 2,4. Et un critère clinique qui était composite, qui était la réunion de 3 critères, donc l'absence de symptomatologie clinique liée au vaisseau revascularisé, pas uniquement à la lésion, vraiment au vaisseau. S'il y avait une autre lésion, c'était compté dedans, pardon. Classifié symptomatique si présence de symptômes et baisse d'IPS supérieure à 20% ou supérieure à 0,15 par rapport à avant la procédure. Une absence d'amputation majeure du membre cible, donc au moins au-dessus de la cheville, et une absence de décès lié au dispositif ou à la procédure. Donc, pour ce qui est des résultats, l'étude a inclus 482 patients recrutés entre le 21 avril 2021 et le 23 septembre 2022. Les 2 groupes sont comparables au niveau des participants, des lésions et de la procédure effectuée. J'ai remis le tableau 1 ici qui ne montre pas de différence entre les 2 groupes, donc une randomisation qui a été plutôt bien menée. Et la majorité des patients sont plutôt claudicants avec une classification de répertoire de 2 à 3. Pour ce qui est du protocole et des lésions, il n'y avait pas de différence significative également. J'ai remis le tableau 2 qui est un peu grand, mais ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, ça s'est bien passé. Il n'y avait pas de différence significative sur le protocole dans les différents groupes, ni sur les types de lésions qui ont été traitées. Et j'ai pas eu au départ, si c'est randomisé, hein, t'as dit. Oui, c'est randomisé, oui. D'accord. Ensuite, pour ce qui est du coup des critères de jugement principal, donc le sirolimus avait montré une absence de rosténose ou d'occlusion à un an du coup pour 150 sur 203 patients, donc ça fait 73% des patients, et le plaquitaxel avait montré pour 74% des patients. Donc il n'y avait pas de différence significative, donc il y avait bien la non-infériorité qui avait été prouvée sur l'analyse principale au niveau du critère perméabilité. Pour ce qui est du critère composite clinique, il y avait 90% des patients qui avaient pas de symptomatologie ni d'amputation ou de décès lié à la procédure, 92% pour le paclitaxel, et du coup, il n'y avait pas de. Également, la non-infériorité avait bien été montrée entre les 2 types de ballons actifs. J'ai pas suivi le ballon Paclitaxel, c'était un ballon précis ou ils incluaient différents types de ballons? Non, justement, il y avait différents types de ballons. C'est une des limites de l'étude, j'y reviendrai après. C'est justement, il y avait plusieurs types de ballons de paclitaxel qui avaient été utilisés. Par contre, pour le sirolimus, il me semble qu'il y en a. Oui, c'est le seul, c'est le sirop. Ensuite, ils ont fait, du coup, il y avait bien la non-infériorité qui a été montrée sur les 2 critères. Ils ont fait ensuite une analyse de sensibilité en imputant, en faisant une imputation multiple sur le nombre de données qui étaient manquantes. Et là, ça a montré quand même une faiblesse statistique du critère de jugement radiologique, car il y a la non-infériorité qui est devenue non significative. C'est-à-dire que la non-infériorité n'était plus prouvée après l'analyse de sensibilité. Par contre, pour le critère clinique, il y avait toujours une non-infériorité présente. Alors ça, c'est toujours embêtant, effectivement, quand ça montre une faiblesse un peu Mm. du critère primaire, quand Mm. les analyses de sensibilité sont discordantes, c'est embêtant. Ouais, c'est une des grosses faiblesses de cette étude aussi. Donc ça, c'est pour le critère de jugement, les critères de jugement principaux. Ici, on a les trois graphiques qui montrent un peu euh, le, le détail pardon, du critère de jugement composite. Donc ici, il n'y avait pas de différence significative, encore une fois, sur l'aspect clinique entre les 2 ballons actifs. Ensuite, les auteurs avaient préspécifié une analyse en sous-groupe selon la longueur de la lésion, donc une longueur inférieure ou à 15 cm, voir s'il y avait une interaction entre les 2 groupes. Et ils n'ont pas montré non plus d'interaction selon si la lésion est de grande taille ou de petite taille. Euh,
Voilà. Ensuite, il y avait plusieurs analyses secondaires. Donc, il n'y avait pas de différence significative, encore une fois, sur les critères de jugement secondaire. Donc, que ça soit sur une perméabilité secondaire, une amélioration clinique, une amélioration hémodynamique ou une mort toute cause. Il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Pour ce qui est également de l'amélioration du statut fonctionnel des patients qu'ils ont évalué, il n'y avait pas de différence significative entre le périmètre de marche, l'amélioration de l'IPS, l'amélioration des scores de qualité de vie. Il y avait seulement une amélioration de la classification de Rutherford significative pour le groupe paclitaxel qui avait tendance à améliorer plus la classification de Rutherford, si je puis dire, dans ce groupe-là. Voilà. Donc pour discuter un petit peu par rapport aux autres études, il y avait trois études, les auteurs citaient trois études prospectives à un bras qui avaient montré l'efficacité du sirolimus au niveau périphérique, avec une perméabilité à un an qui était respectivement de 88, 86, 79%. C'était pas des études randomisées comparées avec un autre ballon actif. Et également pour l'absence de symptomatologie clinique à 12 mois, ils avaient montré également des résultats un peu similaires avec 90%, 97 à 94% d'efficacité. Ces études avaient montré peu d'effets indésirables. Ici, il y avait également d'effets indésirables dans cette étude. Et pour le paclitaxel, il y avait eu des résultats également similaires sur plusieurs méta-analyses, mais il n'y avait pas d'autres études qui comparaient les deux. Pour ce qui est des limites, du coup, c'est le manque de données pour plusieurs patients, ce qui a montré un peu la faiblesse statistique de l'étude, avec un manque de robustesse quand on a fait quand ils ont fait l'analyse de sensibilité. Donc, ce que je disais, du coup, il y a une faiblesse des résultats, avec ce qui limite un peu la généralisation des résultats. On peut se demander s'il y a vraiment une différence significative, une non-infériorité au niveau de la perméabilité des artères. Ensuite, l'utilisation de plusieurs types de ballons actifs au paclitaxel qui varient en termes d'efficacité, c'est également un problème méthodologique de cette étude. Et il y a eu peu d'inclusion de longues lésions, donc supérieures à 15 cm, ce qui rendait un peu l'analyse en sous-groupe peu pertinente. Et donc, on ne peut pas éliminer une interaction qui serait possible également selon la taille de la lésion. Voilà. À noter qu'il y a un problème de sensibilité au niveau du critère radiologique, mais le critère clinique est quand même bien robuste, donc ce qui est quand même le plus important qu'une perméabilité radiologique. Pour ce qui est de la conclusion, donc on peut conclure que c'est une étude qui est randomisée, bien menée, qui montre une non-infériorité du ballon actif au sirolimus plutôt sur le plan clinique, mais pas sur le plan de la perméabilité vasculaire, car comme je disais, le résultat est peu robuste. Cependant, il n'y a pas vraiment de comparaison entre la sécurité et le coût de ces deux stratégies de ballon actif. C'était pas le but de l'étude, mais ça serait une porte ouverte pour d'autres études pour vraiment savoir s'il y en a un qui est à utiliser plus que l'autre. Il n'y a pas encore d'évaluation à long terme pour l'instant. Ils ont prévu de publier des résultats à 5 ans et c'est surtout ça qu'il faut regarder car le paclitaxel, comme on dit, il montre ses limites à 5 ans. Et du coup, ça nécessite encore d'évaluer sur de long terme avec une plus large population pour un peu situer le ballon au sirolimus dans la prise en charge des patients. Voilà. Oui, c'est ce que j'avais demandé. C'était à 5 ans les effets indésirables type sur mortalité. Enfin, Sur Sudipad, ouais. 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 À 1 an, il n'y avait rien. À 5 ans, ça apparaissait et ça disparaissait à 7 ans. et Kexanos, c'était pareil. Katsanos, lorsqu'il a publié son premier papier, c'était à 2 ans. Et là, il a republié un autre papier sur le même style avec un suivi plus long, où il retrouve cet effet également. Donc, en France, on avait une étude SNDS qui n'avait pas retrouvé l'effet de mortalité sur l'ensemble de la population française, sur presque 350 patients. Ah, bon. Et l'ensemble des études randomisées avec des poulets ne retrouvent pas cet effet non plus. Donc, c'est vrai, il y a une étude de Katsanos et une étude suédoise qui, bon, c'est pas si donc ça. Ah, Et moi, qu'est-ce qui explique en France le retard de l'arrivée enfin le retard, je ne sais pas si on peut parler de retard, la non-percée sur le marché des ballons au sirolimus. en fait, c'est la première étude, ça a randomisé. C'est la première, d'accord. Ouais. Sirona, c'est la première étude randomisée. Comme tu l'as dit, il y a eu 3 études préalables qui étaient simplement des registres, en fait. Et ça, c'est la première étude, donc c'est celle qui était attendue pour justement. Alors, il y en a d'autres en cours, hein, il y en a plusieurs en cours encore. Là, c'est le premier résultat filmé concernant les ballons de survie. Donc, en fait, on n'est pas en retard. Et voilà, donc ça, c'est. Après, chacun fera
Ce qu'on peut dire, c'est que ça inclut une population qui est similaire par rapport aux populations qu'on a traitées avant avec des ballons actifs sur les études Impact ou Ranger, c'est-à-dire des patients qui sont en 68 ans à peu près. Il y a 40%, il y a 30% de diabétiques, il y a 30 à 40% de coronariens, des lésions qui sont assez courtes, qui font à peu près 8 cm. Ce qu'on peut regarder, donc il y a vraiment une non-infériorité, même si c'est pas robuste, bon, et c'est quand même le critère principal. On peut peut-être moi, alors je vais te poser la question parce que je ne sais pas si c'est discuté. On a des taux, des pourcentages qui sont de 73-74%. Or, avec le ballon Oplect Excel, on arrive normalement à un an à des résultats de perméabilité qui sont au-dessus, autour de 90% dans l'ensemble des études randomisées, pas simplement les registres. Est-ce que c'est commenté ça dans ta vie? Non, il me semble pas que ça soit commenté. Il s'attarde pas trop sur le résultat du paclitaxel, il détaille beaucoup sur le sirolimus, donc il me semble pas que ce soit Il y a commenté. 15 points d'écart par rapport à ce qu'on peut trouver dans les autres études randomisées à un an, que ce soit en l'ensemble des études randomisées. Bon, après, voilà, et c'est toujours comparer une étude avec une autre, mais comme c'est assez conscient, ça, de retrouver des chiffres de 80% de perméabilité à un an sur ce type de lésion. Mais c'était pas juste perméabilité, c'était aussi pathosténose de plus de 50%. Ah, c'est une fini comme ça. À chaque fois. Ouais, C'est le seuil, PSP à 2.4, là. ouais, tout à fait, c'est ça. Alors, ce qui manque un peu dans ta définition, mais je pense que c'est une définition assez homogène, c'est normalement, c'est effectivement une PSVR à 2.4 sans réintervention. Ça, tu l'as pas noté, mais je pense que ça, c'est assez classique. Et également, j'ai trouvé qu'il y avait une diminution en termes de réintervention entre les deux groupes. En termes d'intervention. Regarde, reviens, c'était le TLR. Voilà. Ici? Il est bon. Ça, ce qu'on a là, c'est quoi là? Là, ici, c'est clinically driven, target lésional. Voilà. Ça, c'est le taux de réintervention de la lésion cible guidé par la clinique. Donc, on réintervient si les patients sont symptomatiques. Et donc, à un an, on est à peu près à 4% avec le paclitaxel, et ouais, on est à 6%. Ils n'avaient pas montré de différence significative. Il va se retrouver en plus en neuf. Ouais. Je me montrerai qu'il y a un trend. Donc, on va voir ce qui va se passer avec les autres études en cours. L'autre point peut-être de critique, c'est habituellement sur les études de non-infériorité jusqu'à présent, étaient pris en compte un seul ballon actif. Le plus souvent, c'était Impact, en fait, qui est pris. Là, ils ont pris plusieurs ballons actifs. Là, il y en avait plusieurs. Est-ce qu'ils décrivent le ratio de chaque ballon actif? Oui, ils décrivent le ratio, j'ai pas mis le tableau. Tu l'as en tête ou pas? Non, je l'ai pas en tête. Mais c'était pas de majorité sur un ballon, il me semble pas, mais je saurais pas vous le dire là. Je veux pas. Là, il y a une notion très importante, c'est la notion d'effet de classe. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. L'effet de classe, en fait, quand on dit qu'il y a un effet de classe pour un médicament, c'est que, par exemple, si on prend les IEC, l'ensemble des IEC ont le même effet et les mêmes effets secondaires. Donc, le même bénéfice et les mêmes risques. Et donc, si on considère qu'il y a un effet de classe pour les DCB, ça veut dire que chaque DCB, juste pour paclitaxel, a les mêmes effets et les mêmes risques. Mais c'est pas vrai. Il y a des études qui montrent quand même que entre deux DCB paclitaxel, on a des résultats différents. Et donc, ce qui pose problème, et c'est d'ailleurs sous l'IPAD, c'est le même remarque, c'est d'avoir pris l'ensemble des dispositifs en disant, voilà, on va les prendre ensemble parce que de toute On façon, va il n'y a pas de négliger différence. les différences de matériel. Voilà. Et ce qui est valable aussi, si tu prends l'ensemble des sets d'actifs, il y a peut-être des différences entre les deux, et de dire, voilà, ils ont le même effet, ça peut être contesté. Donc, on peut reprocher cette étude. L'effet de classe, je pense que c'est un déni, en tout cas. Alors, pour le médicament, je ne sais pas, mais pour le device, c'est un déni de la différence qui peut y exister entre deux, trois devices. Et ce qu'on voit beaucoup dans les études pragmatiques, les RCT pragmatiques, c'est que pour faciliter les choses, en fait, ils disent, voilà, en Angleterre, il y a actuellement une étude en cours sur l'ischémie aiguë. Ils ont pris l'ensemble des dispositifs endovasculaires pour traiter l'ischémie aiguë en disant, il y a un effet de classe, donc il n'y a pas de différence. Je trouve ça assez contestable. Ok, donc on va voir débarquer, je pense, le Magic Touch, parce que c'est le ballon de cette étude, assez rapidement sur le marché français après. Il y a peut-être un stent après. Est-ce qu'il sera remboursé? Stent sur Linux. Il y a un stent déjà aussi revenu sur le marché français. Et c'est l'étude Illumina, Richard. Il y en a un déjà. Et Sirolimus?
Alors, je suis les mêmes types. C'est peut-être d'ailleurs l'hydrolimus, le stent. Je sais d'ailleurs. Ok, très bien. C'est le coronaire, en fait. Et donc, pour le périphérique, Oui, mais on les coronaires, ils sont tous le ouais. ouais. Ok. Merci beaucoup. Merci.